Suite à notre épisode sur les business des youtubeurs qui ont des chaînes en plusieurs langues, est-ce que toi, Greg, tu t'es lancé? Eh bien non, Rémi. T'aurais une autre idée de business pour moi? Peut-être que oui. Tu devrais lancer une application de santé mentale et tout de suite, on va étudier ce que c'est que ces applications. Avec plaisir. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va? Ça va super, merci et toi? Eh ben écoute, nickel. Je te propose qu'avant de rentrer dans nos sujets, on dise un grand merci à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous ont fait un feedback, et aussi pour en rajouter une couche sur un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui depuis se répète chaque semaine. Le passage en hebdo de notre podcast. Exactement. C'est ça, donc chaque semaine, un nouveau numéro dans vos oreilles. Voilà, en fait, on a choisi de focaliser chaque numéro sur un seul sujet, versus 3 auparavant, mais vraiment de pousser un petit peu plus loin la réflexion sur les sujets pour que vous nous ayez plus souvent dans les oreilles. Parce que ça fait bizarre cette phrase dit comme ça. Ouais, je sais, moi aussi, les premières fois que j'ai dit, ça m'a paru bizarre, mais en fait, écoute, je pense qu'on s'habitue. Et attends, et juste petite dédicace, parce que je pense que la personne, à un moment donné, tombera sur le podcast. J'ai une collègue qui m'a avoué, il y a très peu de temps, qu'elle se réveillait, qu'elle s'endormait avec ta voix et la mienne dans son oreille. Alors, soit c'est extrêmement vexant, parce que c'est-à-dire qu'on est très... Alors, on endort les gens. Elle m'a dit, non, vous êtes relaxant. Ah, donc, bon, ça va alors, ça va. Ouais, ça passe. Allez, ça donc, passe. du Merci. coup, effectivement, Merci écoute, je te souhaite bonne nuit, du coup. Elle se bonne reconnaîtra. Nuit. Écoute, franchement, si ça peut permettre d'avoir des temps de lecture qui s'allongent, moi je dis... mais c'est parfait, ça c'est bon pour nos métriques. Et comme ça fait lien au sujet de la semaine dernière, pour qu'on se fasse racheter par Spotify 200 millions. On leur dit, écoutez, regardez ces écoutes, les gens. Les gens nous écoutent en boucle toute la nuit. Génial, quoi. Il y a un truc à creuser, là. Faudrait peut-être qu'on fasse un truc en ASMR. Bon, écoute-moi, excuse-moi, je me suis un peu égaré. Donc merci si vous nous écoutez toutes les semaines, et si c'est pas le cas, vous pouvez vous abonner, et puis n'hésitez pas, si ça vous plaît, vous prenez votre copain, votre copine, votre frère, votre sœur, vous allez sur son téléphone et vous l'abonnez à ce podcast pour qu'il reçoive une petite notif à chaque fois chaque semaine du coup, il vous remerciera. Absolument. Ou en tout cas, il dormira mieux. Et d'ailleurs, ça tombe bien en parlant de dormir mieux, parce qu'on va parler, c'est un petit peu lié au sujet d'aujourd'hui, où on va vous parler des applications de santé mentale. Pourquoi on en parle? Il y a eu le Covid, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a quelques années, qui a eu un important impact sur tous les gens, notamment parce qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain enfermés chez nous, avec pour seul moyen de communication les moyens informatiques. Et donc, ça a eu un gros impact, parce qu'on ne pouvait plus sortir, plus aller au restaurant, plus aller voir nos amis. Donc, il y a eu 2 études qui sont sorties, enfin plusieurs sûrement, mais notamment 2, une étude de The Lancet, donc un magazine, revue médicale, qui a trouvé que la dépression et l'anxiété ont augmenté de 25% en 2020. Et d'un autre côté, le CDC, donc le Centre des contrôles des maladies et de prévention des États-Unis, ont trouvé que 41,5% des adultes américains ont reporté avoir des symptômes d'anxiété ou de dépression, ce qui est le double si on compare à l'année précédente, donc 2019. Donc forcément, bon, alors si on a en dehors de l'aspect mental et dangereux pour la santé, on va parler de business, hein. Et donc, les gens en mauvaise santé égale impact sur l'économie, impact potentiel en milliards, voire dizaines de milliers de dollars. Parce que si vous êtes en mauvaise santé, même mentale, enfin surtout mentale aussi, vous allez mal faire votre travail, vous n'allez pas venir au travail, vous allez démotiver les gens qui travaillent avec vous. Donc, ça a un impact énorme sur tout. Et donc, forcément, qui dit problème, dit solution. Et donc, il y a également un marché massif, sûrement de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars, pour apporter ces solutions à ce problème mondial. Et un des axes, ça pourrait être, et c'est d'ailleurs, des applications mobiles. Parce que vous écoutez sûrement ce podcast dans vos oreilles via un téléphone portatif. Et donc, forcément, il est dans votre poche, il est tout le temps à disponibilité. Donc, c'est possible c'est le moyen le plus facile, en fait, pour
améliorer cette santé mentale. Alors rassure-moi Rémi, on ne parle pas d'Instagram ou des réseaux sociaux pour améliorer la santé mentale. Et non, pas cette fois-ci. Peut-être une prochaine fois pour les applications qui aident à aller encore pire. Voilà, ça, on pourrait imaginer pour une prochaine fois. Bon, du coup, là, vraiment... Le but, c'est d'aller mieux. Tu vas complètement dans l'autre direction, quoi. C'est clair. Parce que, ouais, peut-être juste une petite parenthèse, mais quand même, Instagram a été récemment accusé vraiment via son fonctionnement, de pousser justement à ce que les gens ne se sentent pas très très bien, quoi. Un vrai impact notamment les adolescents, mental des adolescents. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas d'Instagram qu'on va parler aujourd'hui. Mais du coup, c'est quoi une application de santé mentale, Rémi? Alors, on pourrait les résumer. En gros, il y en a deux axes principaux. La première, ça va être les apps qui te mettent en relation avec un professionnel, donc dans le cadre d'une téléconsultation. En France, on a Doctolib, on a aussi Care ou Livy. Et l'autre segment, c'est les apps qui vont te proposer des exercices, comme de la méditation, par exemple. En France, on connaît bien Petit Bambou, mais il y a également Headspace qui est là depuis un moment, ou Calm. Et forcément, le monde ne serait pas le monde s'il n'y avait pas des exceptions. Et forcément, il y a des apps qui font les deux en même temps, malin. Et par exemple, il y en a les deux derniers dont j'ai parlé, Headspace et Calm. Calm a racheté Ripple Health Group, qui propose des téléconsultations. Et pareil pour Headspace, qui a fusionné, lui, avec Ginger, qui met en relation particuliers et des coachs de santé, des thérapistes et des psychiatres, et qui est désormais évalué à 3 milliards de dollars. Pas mal. Ah, c'est vrai, petite parenthèse, hein, que pour connaître une psychologue, toute la partie finalement travail à distance a vraiment éprouvé le modèle, c'est-à-dire que elle s'est rendue compte qu'elle pouvait déporter pas mal de ses rendez-vous à distance via la téléconsultation, parce que autant pour faire une ausculter, je sais pas, c'est un peu difficile. Un truc dans les pieds, ça peut être un peu compliqué. Par contre, faut avoir une bonne webcam et être agile. Mais par contre, effectivement, tout ce qui est finalement du domaine de l'écoute, ça vaut pas d'avoir la personne en face de soi, mais c'est quand même pas mal. C'est un des canaux finalement qui souffre le moins de la distance, et donc tu peux justement travailler à distance assez facilement de cette manière-là. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est quoi le business model de ces applications? Comment elles se rémunèrent? Alors, pour les mises en relation, c'est assez facile. On a le professionnel de la santé qui va payer un abonnement pour avoir accès à cette plateforme. Et en plus, comme Doctolib, ça permet de gérer tes rendez-vous, de mettre à jour tes dispos ou pas, de rajouter des informations sur toi. C'est un petit peu un CRM des médecins, une application qui permet de gérer le quotidien. Et pour les apps de méditation, on est plutôt sur du freemium, comme Spotify dont on parlait la semaine dernière. Tu as soit une certaine quantité d'heures gratuites, ou alors tu as de la pub qui s'affiche, ou alors tu peux accéder à une petite partie de l'application, et dès que ça commence à devenir intéressant, là tu payes, soit en one shot, soit de façon mensuelle, pour accéder à l'intégralité de la plateforme. Et là où les applications sont assez malines, les applications de santé mentale, c'est qu'ils ont repéré un autre filon. Les entreprises. Un endroit où il y a beaucoup de gens qui se sentent pas très très bien. Peut-être. Une sorte de cluster de personnes qu'on est. On pourrait dire ça. Oui, et donc les entreprises. Alors il y a deux choses qui sont bien avec les entreprises, c'est que déjà ça paye bien, et des gros contrats. Enfin, en gros, vous êtes une application et vous faites un contrat avec une entreprise qui a, je sais pas, 1000 ou 10 000 employés. Si vous faites payer à la tête ou par personne, vous avez d'un coup, je sais pas, 10 € fois 1000 ou 10 000 personnes qui vont tomber régulièrement. Et donc ça permet de sécuriser des larges volumes. Donc c'est bien pour permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et c'est bien tombé parce que depuis quelques années, je sais, parce que dans les entreprises où je suis passé, on a beaucoup de développements qui sont liés à la santé mentale des employés, genre des ateliers de pleine conscience, des ateliers mieux s'organiser, mieux respirer, etc. Et l'accélération du télétravail, notamment durant le Covid, a poussé les entreprises à vraiment mettre la seconde sur ces sujets-là.
un esprit un petit peu cynique comme le mien dirait que l'entreprise veut se donner, un petit peu radoucir son image et dire « Ah oui, on s'occupe vraiment de vous, regardez, vous avez accès à cette application », plutôt que de résoudre les vrais problèmes liés aux problèmes des gens qui ne vont pas bien dans les entreprises. Mais ça, c'est juste les cyniques comme moi. Mais donc, voilà, c'est vraiment une aubaine pour les applications qu'on peut proposer, par exemple, je sais pas, des ateliers de méditation ou un cours complet sur faites le calme avec vous-même sur plusieurs séances. Est-ce que tu as une option faites le calme avec des enfants, par exemple? Ah non, malheureusement, ça, je pense qu'on en est encore loin. Ça va être beaucoup de travail, machine learning, intelligence artificielle. Même un ordinateur quantique, je suis pas sûr que ça marche, ouais. Ok, bon, ça marche pas avec les enfants, mais du coup, est-ce que ça marche pour les adultes? Ça dépend. Ça dépend. En gros, tu as une startup qui s'appelle Orca, dont le but, c'est de noter en fait les applications liées à la santé en fonction d'un cahier des charges vraiment très spécialisé. C'est marrant, hein, le monde de la technologie où tu as vraiment des startups qui se montent sur des points hyper précis, tu vois. Alors nous, non, mais, des startups tu de la santé. Ouais, qui notent des startups de la santé. Wow. Ouais, on est dans la niche là. Exactement. Et en fait, pas tant que ça, parce que il y a des milliers d'apps qui existent, et donc sur le millier d'apps qu'ils ont analysé, il y en avait 68% qui ne dépassaient pas le test de qualité. C'est leur test de qualité à eux, par contre, c'est ça? C'est leur test de qualité à eux, et en fait, c'est là où c'est peut-être un peu biaisé. Ouais. C'est que en fait, ils ont une app derrière à vendre. En fait, ils sont une espèce de méta-app. En fait, tu vas les payer pour accéder à leur catalogue d'applications. Et donc, c'est là où c'est peut-être un peu biaisé. Ils pourraient dire, ah bah ouais, Headspace, c'est vraiment pourri, mais juste parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un contrat avec eux, donc il ne fait pas partie de leur package. C'est un peu jugé parti, peut-être. Voilà, exactement. C'est un peu le souci. Néanmoins, bon, ça a le mérite d'exister, et on vous mettra le lien dans la description. Et ce qu'ils ont également relevé, et ça c'est potentiellement plus grave, c'est que tu as des applications qui n'étaient pas alignées avec les pratiques actuelles. Donc par exemple, une application qui est à destination des gens qui voudraient soigner un TOC, qui ne va pas proposer des exercices ou des parcours qui font partie en gros du cahier des charges, je mets à des gros guillemets, désolé pour pas appliquer les termes médicaux, mais en gros qui n'applique pas les bonnes pratiques de ce qu'un praticien pourrait appliquer. D'accord. Néanmoins, d'un autre côté, les preuves sont, il y a beaucoup d'études qui ont montré que les applications qui sont créées pour fonctionner en parallèle, et ça c'est très important, en parallèle, pas là pour remplacer un traitement de fond avec un vrai professionnel, c'est que ces applications qui ne veulent pas remplacer un traitement, qui veulent juste s'additionner en plus ou venir fonctionner en parallèle, elles peuvent faire du bien. Et ça va être des applications, par exemple, de méditation ou de pleine conscience, où plein d'études ont montré que les utiliser, ça diminue la pression, ça diminue les niveaux de cortisol, ça améliore l'humeur, et ça fait descendre l'anxiété et les taux de dépression. Pas mal. Et donc là, forcément, quelque part, c'est assez logique. Tu te poses, tu prends du temps pour réfléchir, te calmer, etc. Forcément, ça fait du bien. Et donc ça, c'est quand même très positif. Et bien sûr, les apps de téléconsultation qui permettent de rapidement mettre en relation un patient, un docteur, et sans avoir de problème de distance. Ça c'est top, par contre. Forcément, ça aide pas mal, quoi. Du coup, tout ça, c'est plutôt positif, j'ai l'impression. Oui, mais comme on parle de technologie, pas forcément. Oui, de manière générale, c'est utile, etc. Mais on parle de santé. On parle de santé qu'on va mettre sur un appareil qui est connecté à Internet, donc dont les données vont transiter à des serveurs. Et c'est là que c'est un peu tendu, parce que les données, il faut vraiment s'assurer qu'elles soient hyper protégées. En 2020, il y a des hackers qui ont piraté les serveurs d'une app de psychothérapie qui s'appelle Vastamo, et ils ont récupéré plein de données de personnes qui utilisent cette application. Et là où ça va être dangereux, c'est que ces applications de santé, et en plus de santé mentale,
si on trouve, je sais pas, par exemple, parmi toutes les personnes qui utilisaient cette application, on découvre qu'il y a je sais pas, une personne politique ou un chef d'entreprise très très bien placé, ou je sais pas, un chef d'entreprise qui travaille dans l'armement, on pourrait, en utilisant ces données-là, le faire chanter et du coup détourner de l'argent, des armes. Enfin, ça peut, on peut faire chanter des gens, quoi. Voilà, exactement. Et ça peut aussi servir pour orienter politiquement des pays, parce que on sait que on arrive à créer des profils psychologiques de personnes dans les pays. Ok, intéressant. Après, tu peux imaginer même des usages plus sournois. Par exemple, tu vois, si tu veux, t'es une entreprise de crédit, ou t'es une entreprise mais vraiment peu scrupuleuse, des données privées. Mais tout à fait. Ou t'es une entreprise de recrutement, et tu peux, si tu veux, Bien sûr. Voilà, comparer la base des emails que tu reçois avec la base des emails de ces bases-là. Surtout si tu es sur des applications liées à la psychiatrie et compagnie, tu peux tout de suite, tu vois, mettre un petit flag sur certains individus de choses que tu n'aurais peut-être pas pu déceler sur un CV, ou même en les côtoyant, quoi. Donc, mais c'est clair. Et c'est toute la difficulté des apps de santé. Et d'ailleurs, pour élargir un petit peu le sujet, c'est que en France, on a un gros débat, pas vraiment malheureusement, c'est que tous les données du Data Hub médical français, je ne sais pas si vous en avez à parler, comment ça s'appelle, le DMC, dossier médical quelque chose, je sais plus, ou CDM, un truc comme ça, il est hébergé chez Microsoft. Et ça, quelque part, alors au créé, Microsoft a dit oui, mais on a des serveurs qui sont en Europe ou en France, je me souviens plus. Ok, mais néanmoins, niveau souveraineté numérique, on arrive sur les présidentielles, c'est un sujet qui, j'espère, va être vraiment porté, mais ça n'a pas l'air, voilà. C'est qu'on devient dépendant finalement d'une puissance étrangère, et on est très amis avec les États-Unis pour l'instant, mais on n'empêche que il y a des entreprises qui sont concurrentes des nôtres, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, voilà, c'est aussi des réflexions qui sont à avoir sur comment sont traitées les données sensibles, notamment médicales, des gens qui habitent dans un pays, quoi. Ça, c'est un sujet... ça pose pas mal de questions, effectivement, qui sont pas correctement adressées jusqu'à présent, malgré différents warnings. Et c'est vrai que le fait de pas avoir recours sur certains types d'applications à des serveurs français, ça interroge forcément. Après, c'est aussi c'est aussi lié à la capacité et à la compétitivité Bien sûr, des serveurs. Je pars du principe que si vraiment nos offres étaient les plus compétitives, ou elles étaient vraiment au niveau de la concurrence, elles s'imposeraient peut-être naturellement, mais peut-être que les commerciaux de Microsoft sont plus balèzes. Exactement, aussi, ouais, parce qu'on a des beaux acteurs, notamment je pense à OVH en France, qui méritent et qui, je sais pas pourquoi, mais là, faudra un jour que je lise un truc sur le sujet, c'est qu'ils ils remportent aucun appel d'offres, en fait. Donc, donc c'est des boîtes qui vont bien et tout, mais en tout cas, c'est pas eux qui récupèrent les contrats d'hébergement du gouvernement, des applications un peu sensibles. Donc, ça interroge forcément. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Ok, Rémi, écoute. Donc voilà, et dernière question, est-ce que toi tu utilises des applications Ah non, écoute, j'ai essayé, bien entendu, tu penses bien, avec la hype, je me suis dit que, effectivement, Petit Bambou est ce qui allait me déstresser et me faire du bien. J'ai pas la patience et la régularité pour ces trucs-là. Voilà, donc c'est juste un manque de motivation, je vais pas dire de temps, parce que tu peux le trouver, mais vraiment un manque de motivation là-dessus qui fait que j'ai pas accroché. Et toi ? Non, pareil. En fait, je prends pas le temps ou alors peut-être que je suis pas assez stressé, peut-être pour me dire il faut vraiment que je m'y mette. Mais non, et c'est marrant parce que c'est la nouvelle technologie. Moi, j'aime bien, depuis longtemps, je m'intéresse à mesurer, tu vois, mes pas, etc. Et à les suivre, donc ça fait très longtemps que je le fais. Et donc là, c'est un petit peu lié, sauf que c'est le mental. Et non, étonnamment, parce que peut-être que ça demande un effort de ma part. C'est moins naturel, il y a une friction. Peut-être. Ok, écoute, en tout cas, tu me rassures, du coup, je culpabilise moins. Ah oui, il faut pas. Ou alors on culpabilisera tous les deux. Ça me va bien.
Ok, Rémi. Bah, du coup, écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Tout à fait, merci. De quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine? Eh ben écoute, la semaine prochaine, on va parler d'un méga fail. On va parler certainement du plus gros fail de la tech française, en tout cas de ce début d'année 2022, à savoir le lancement de l'application SNCF Connect. Ah, ça va piquer. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Salut Greg. Salut Rémi. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.